Avez-vous déjà pensé ce qui sépare les entrepreneurs qui réussissent des autres? Et savez-vous que seulement une entreprise sur 250 fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment structurer pas à pas votre entreprise pour passer de 0 à 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, puis de 10 000 à 100 000 euros mensuels, et finalement de 100 000 à plus de 1 million d'euros mensuels. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Max Piccinini. Et à 2 reprises, j'ai construit une entreprise qui a dépassé les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui sont devenus leaders de leur marché. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 43 ans et mon patrimoine a dépassé les 50 millions d'euros. Ma passion est d'aider les chefs d'entreprise comme vous à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Nous allons détailler chaque étape en identifiant les problématiques majeures par lesquelles vous allez passer, sur quoi se focaliser à chaque étape et qui recruter, dans quel ordre pour vous permettre de vous aussi faire partie de ces 0,004% d'entreprises qui font plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc vous allez voir chaque étape à sa problématique. À chaque étape, vous devez surmonter certains défis. Et nous allons voir ça ensemble parce que je suis passé par là. Donc étape 1 de 0 à 10 000. La problématique majeure. Okay, les problématiques majeures que vous allez rencontrer. La première chose, c'est que vous faites tout. Ok, tu fais tout, tu es au four et au moulin, tu vends, tu marketes, tu fais la compta, tu fais l'administratif. C'est un peu comme ça qu'on démarre, c'est normal. Mais c'est pas durable si on veut scaler. Ok, donc si tu fais tout, vous faites tout, c'est un petit peu challenge. Ok, pour pouvoir grandir. Et donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent là parce que ils se disent, ils ont cette croyance qui leur dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ce qui est une horrible croyance à avoir si vous voulez en tout cas scaler un business à plus d'1 million d'euros par mois. Donc ça, il faut sortir de cette croyance-là. Une autre chose qui se passe, c'est la cible. En quelque sorte, la cible est trop large. Ok ? C'est-à-dire qu'on a tendance à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas assez bon en marketing encore, et on a tendance à vouloir cibler tout le monde au lieu de cibler dans le mille. Quel est mon client idéal? Quelle est ma niche? Qui je vise concrètement et spécifiquement, et on a tendance à vouloir parler à tout le monde. Et quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Et donc on gaspille énormément de temps et d'énergie, et c'est compliqué de décoller parce que on comprend pas le message, à qui ça s'adresse à tout le monde, ça me concerne pas. Si votre client idéal ne se sent pas concerné, ça va pas le faire. Personne se sent concerné par les gens, les personnes, tout le monde. Ok? Quand ils se sentent concernés, une personne retraitée, elle va dire ça me parle, parce que ça c'est spécifiquement pour moi. Donc ça c'est un petit problème qui se passe souvent dans cette étape-là majeure de l'étape 1. Autre problème que je vois constamment, c'est l'offre bateau, une offre qui se démarque pas du marché, qui est pas irrésistible. Et quand on a une offre bateau, ça va être très compliqué de vendre et de pouvoir passer à l'étape 2. Donc une des choses fondamentales à apprendre à ces étapes-là, c'est apprendre, commencer à tout doucement à déléguer. Commence à se focaliser surtout sur les actions qui génèrent un maximum de résultats. Dans ce cas-là, c'est vendre. Il n'y a rien d'autre à faire, ok? Ensuite, on doit cibler, on doit être beaucoup plus spécifique sur la cible. Et finalement, il faut être capable de vraiment créer une offre irrésistible et sortir de l'offre bateau. Quatrième problématique que je vois encore et encore, c'est le focus. C'est sur les mauvaises choses, ok? Le focus est sur les mauvaises choses. On a la tendance à ce niveau-là, à pas savoir ce qui est vraiment prioritaire. On a du mal à prioriser ce qui est vraiment prioritaire. Et donc, on a tendance à faire ce qui est confortable. On n'a pas encore les muscles émotionnels et la discipline pour dire quelles sont les actions les plus productives. Qu'est-ce qui va générer vraiment du business? Donc, typiquement, là, à ce niveau-là, il faut vendre et marketer. Il n'y a rien d'autre à faire. Ok, tout le reste, c'est totalement secondaire. Sans, malheureusement, qu'est-ce que font la plupart des entrepreneurs à ce niveau-là? Je passais par là. On refait le logo pour la 3e fois. Comme si, magiquement, parce qu'on a refait le logo, on allait avoir 10 000 personnes qui vont vous contacter et acheter vos produits. Vous pouvez refaire le logo autant de fois que vous voulez ici. Ça commence à être intéressant à plus d'1 million le logo. Parce que vous commencez à avoir une marque un peu plus reconnue. Mais à ce niveau-là, le logo n'a aucune importance. Tout le monde s'en fout. Et refaire le site internet, et refaire la couleur, et est-ce que la police est assez grande? On s'en fout. Il n'y a personne qui visite ton site. Ok? Et quand il n'y a personne qui visite ton site, c'est pas la priorité. Ok? Donc il faut arriver à se focaliser sur les bonnes choses. On va voir ça tout à l'heure. Et aussi un autre élément que je vois constamment, la confiance. Ok? La confiance en soi. No good. On a tendance à énormément douter de soi, ce qui est tout à fait normal. Et la raison, c'est que tout simplement, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Donc, c'est normal d'avoir un manque de confiance en soi quand on ne sait pas ce qu'on fait. Ok? Quand on l'a pas encore fait. Donc, c'est normal d'être un peu dans le doute, dans la peur. Et la manière de régler ça, on va voir ça tout à l'heure, c'est de se former. Ok? Quand on se forme, et d'un coup, on est bien entouré. Maintenant, le niveau de compétence monte. Et quand un niveau de compétence qui monte,
tu sais ce que tu fais, tu as plus confiance en toi dans la capacité de piloter ton entreprise avec succès. Donc ça, c'était les problématiques majeures que je vois constamment. C'est les 5 problématiques majeures. Maintenant, on va voir quels sont les focus majeurs. Ok, sur quoi il faut se focaliser maintenant. Ok, sur quoi se focaliser? Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on a tendance à faire une grosse erreur parce qu'on essaie de tout faire. Il faut arriver à se dire, ok, sur quoi je vais me focaliser? Et si vous êtes à ce niveau-là, j'espère que ça va vraiment vous aider à gagner un temps très précieux. Parce que, mon Dieu, on peut vraiment perdre énormément de temps et beaucoup de gens abandonnent à ce niveau-là. 50% d'entreprises meurent en moins de 2 ans parce qu'ils ne se focalisent pas sur les bonnes choses. Ils ne comprennent pas les problématiques qu'ils ont et ils passent leur temps et gaspillent leur énergie à ne pas se focaliser sur ce qui compte. Donc, il y a 4 points de focus majeurs sur lesquels se concentrer à cette étape-là. Ok, première, c'est un produit. Ok, créer un produit, ça a l'air tout bête. Mais vous devez avoir ici, je sais pas comment on appelle ça, produit. Ok, voilà. Ça va être un produit qui vise un client qui a de l'argent. Ok, vous amusez pas dans un premier temps, à mon sens, d'aller viser un client qui n'a pas d'argent, parce que c'est tellement plus difficile à convaincre et que cette question d'acheter votre produit, c'est compliqué. Ok, donc maintenant si vous êtes dans l'e-commerce, ok, et encore parce que c'est tellement plus facile de viser un client qui a de l'argent. Ok, donc allez, ça c'est, vous devez être très clair sur votre client idéal. Qui est mon client idéal, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le client idéal, quel est le produit qui va solutionner son problème? À la base, un chef d'entreprise, il doit juste comprendre qu'il a un rôle majeur, qui est notre rôle en tant que chef d'entreprise. Ce n'est rien d'autre que régler un problème de notre client idéal. Quel est notre client idéal? Quelle est sa problématique? Comment je peux créer un produit ou un service? Quand je parle de produit, c'est produit et service qui va régler le problème. That's it. C'est tout ce qu'on fait. On doit comprendre quelle est la problématique, quelle est la douleur de notre client. Et ensuite, qu'est-ce que je peux créer comme produit ou service pour solutionner le problème. Et malheureusement, ce que j'ai fait au début, qui était une grosse erreur, et ce que font la plupart des entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans leur tête en disant, je vais créer un produit. Ils ne le testent pas sur le marché. Ils essaient d'inventer en disant, oui, je suis convaincu que ça va marcher. Mais ils ne se posent pas la question de, est-ce que le client va l'acheter en face? Est-ce que ça solutionne vraiment un problème? Il tombe amoureux de son produit au lieu de tomber amoureux de son client. Et moi, j'étais clairement tombé dans le panneau. J'ai inventé des produits, etc. Je suis sûr que ça va marcher. Quand je testais sur le marché, j'avais passé 6 mois à créer ce programme ou cette formation, etc. Et en fait, les gens s'en foutaient parce que ça ne solutionnait pas le problème d'une personne. Ils disaient, ah ouais, c'est intéressant, mais ça m'intéresse pas. Donc, au lieu d'essayer d'inventer, souvent on a tendance à croire qu'il faut avoir de l'innovation, il faut avoir des idées comme ça, 3 heures du matin, il faut être inspiré par je sais pas trop qui. Oubliez ça, ok? Vous voulez juste tomber amoureux de votre client idéal. Égal, l'écouter, comprendre sa problématique, discuter avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, créer un produit ou un service qui va solutionner le problème. Si vous faites ça, vous avez la fondation du succès. Okay, c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir très riche, c'est en développant l'empathie de votre client idéal. Donc ça, c'est absolument fondamental d'avoir un produit qui va solutionner le problème de votre client idéal. Ok, on a un autre élément, on a vu ça, c'est de créer une offre irrésistible. Ça, c'est probablement l'un des leviers les plus puissants, ok, pour faire décoller votre boîte très rapidement à plus de 100 000 et même à plus d'1 million par mois. C'est tellement redoutable et tellement peu de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs comprennent la puissance d'une offre irrésistible. Ils ont tendance à regarder ce qu'il y a sur le marché et ils se disent « Ouais, bon, tout le monde fait ça, donc je fais la même offre. » C'est une offre bateau, on veut sortir de là. Donc je vais l'écrire ici, mais c'est pas cette étape-là, mais l'offre irrésistible, il y a 5 éléments d'une offre irrésistible. Ok, si vous suivez ces 5 éléments-là, vous allez dominer votre concurrence. Ok, vous allez avoir votre taux de conversion qui va faire x3, x5, parfois jusqu'à x10. Juste parce que vous avez une offre irrésistible. Ok, moi j'ai pu faire littéralement des dizaines de millions, ok, grâce à des offres irrésistibles parce que j'ai appris cela. Ok, donc premier élément d'une offre irrésistible, c'est une promesse. Je le mets là encore une fois, mais c'est ici. Ok, bref, vous l'avez compris. Ok, donc il faut une promesse. Les gens achètent une promesse. Souvent la promesse n'est pas assez forte. Donc par exemple, plutôt que de dire je vais vous aider à perdre du poids, qui est une promesse vraiment faible, ça peut être vous allez perdre n'importe quoi 10 kilos en 3 mois de manière définitive sans régime. Bien sûr, jamais mentir, il faut que ce soit vrai, vous avez un vrai produit par rapport à cela, mais vous allez vendre 5 à 10 fois plus parce que votre promesse est forte et les gens achètent la promesse. Numéro 2, vous voulez augmenter la valeur perçue. Ok, souvent ce qui se passe comme erreur, je vois des gens, hier j'avais un call avec les membres de Mentor Max, et ils me posaient la question, est-ce que je dois garder mes prix sur un site internet? Mentor Max, c'est au passage un programme de mentorat que nous avons chez nous. Et donc, je leur dis clairement pas, sauf si vous faites du e-commerce avec des produits en dessous de 100 euros, vous voulez jamais mettre votre prix sur un site internet. Parce que sinon, les gens arrivent, ils font, ah, c'est trop cher. Ils n'ont pas compris la valeur. Donc, c'est important quand vous présentez votre offre, de présenter le prix seulement à la fin. Parce que ça vous donne l'occasion d'expliquer vraiment ce que ça vaut.
Par exemple, une question que vous pouvez poser, c'est combien ça vaut, par exemple, d'avoir des problèmes informatiques? On va dire que vous vendez des logiciels informatiques. Combien ça vaut de régler ces problèmes informatiques avec des bugs constamment qui vont perdre des heures et des heures chaque mois et chaque année à toute votre équipe où il ne veut pas travailler? Combien ça vous coûte? Ça va dire, waouh, quand vous ramenez ça au coût annuel, ça peut-être vous coûter, je sais pas quoi, 300 000 euros. Wow, vous ne pensez pas que ça vaut le coup d'investir dans un logiciel à 30 000 euros qui va vous solutionner ces problèmes-là? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ah oui, ok, ça c'est une bonne idée. Vous me suivez. Donc maintenant, il comprend la valeur. La valeur, c'est 300 000, mais il va que le payer 30 000. Vous arrivez en disant, mon logiciel est 30 000, il va faire, oh, trop cher. Ok? Et donc, vous perdez des ventes. C'est très dommage. Donc, vous voulez vraiment apprendre à construire la valeur perçue, ressentir, capter la valeur perçue avant de parler du prix, avant de présenter le prix. Okay? Numéro 3, fondamental, créer de l'urgence et ou de la rareté. Okay? Pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire. C'était il y a quelques années quand j'habitais sur la Côte d'Azur. Je commençais à bien gagner ma vie. Je commençais à gagner plus de 5 000 euros par mois, etc. Et je me suis dit, ok, je vais m'acheter une voiture, une belle voiture. Et on m'a pas recommandé d'aller chez Audi, La Plaine, à Nice, etc. Et je suis arrivé, j'étais parti, j'avais un budget de 50 000 euros. Et donc, il m'a dit, ah, 50 000, vous pouvez avoir cette voiture. Et d'un coup, je vois cette Audi A5. Elle était brun, intérieur beige, magnifique. C'était il y a bien des années, mais vraiment très très belle. Je fais, oh là là. Et bien sûr, je vois le prix, je crois que c'était 76 000 euros, un truc comme ça. Donc c'était 50% au-dessus de mon budget. Et je fais, je pourrais l'essayer quand même. À jamais faire, vrai. Je les teste, incroyable, j'adore, Tiptronic, tout ce que tu veux. Et après, je reviens, je fais, ouais, mais bon, c'est totalement hors budget. Et puis, ok, mais je teste l'autre qui était une Audi A4, break et tout ça. Et voilà, c'est 2 voitures différentes, 2 châssis différents, 2 moteurs différents, ça n'a rien à voir. Et donc, je me suis dit, ok, je voudrais avoir celle-là. Et donc, j'étais prêt à payer 50% plus parce que j'adorais la voiture, pas vrai? Donc, j'étais dans les émotions et je me dis, c'est ça, c'est la voiture que je veux. Et donc, il a été très smart, le vendeur, parce que, et au passage, il n'a pas menti, c'est réel, il a dit, par contre, si vous la voulez, faut y aller vite, faut se décider vite parce qu'il y a quelqu'un qui est passé ce matin et il est très intéressé. Et il n'y en a qu'une. Et si vous voulez la commander, ça prendra au moins 6 mois. Et je fais, ok, comment je fais pour la sécurité? Si vous mettez un chèque maintenant de 3 000 euros, je la bloque. Et je savais qu'il n'y avait pas d'autre voiture. Et au passage, ils font exprès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai fait mon chèque. Et au passage, j'ai jamais regretté, j'ai adoré. Parce que le système est fait pour créer de la rareté. Par exemple, une entreprise qui a vraiment compris ça extrêmement bien, c'est Zara et H&M. Zara a commencé avant, quand vous arrivez chez Zara, ils avaient des collections pendant 3 mois. Donc vous pouvez vous dire, moi ce t-shirt je peux attendre parce que je peux revenir dans un mois, je sais que c'est avant la prochaine saison, donc on verra plus tard. Ensuite ils ont changé leur système pour créer plus de rareté dans leur système de vente. Et comment ils ont fait ça? Ils ont été très smart. Donc ils ont commencé à envoyer 3 modèles de chaque taille. Donc par exemple, le même modèle, il est 3 fois en taille S, 3 fois en taille M, 3 fois en taille L et 3 fois en taille XL par exemple. Et donc ce qui s'est passé, c'est que d'un coup ça partait très très vite. Donc ils ont commencé à dire on va faire beaucoup plus de produits, on va créer beaucoup plus, on va prendre beaucoup plus de créateurs et on va créer beaucoup plus de rareté et d'urgence en faisant que quand les gens arrivent, ils disent je vais réfléchir et une semaine après ils reviennent, il n'y en a plus. Et on commence après, ok, donc si ça me plaît, il faut que je le prenne parce que ça va partir. Et après fois il dit il n'en reste plus qu'un. Et donc en créant plus de rareté, ça crée naturellement aussi plus d'urgence. Migo. Et au passage, vous pouvez aussi par exemple faire une offre en disant c'est une offre 48 heures par exemple. Vous avez une réduction, je sais pas quoi, de 10%. Les réductions, j'aime pas, mais au cas où, si vous voulez faire ça, ou je sais pas quoi, vous allez en acheter un, vous avez le deuxième t-shirt offert, je sais pas trop quoi. Par contre, c'est une offre 48 heures. Ça crée de l'urgence. Ça, en quelque sorte, amène votre client à décider maintenant. Donc, quand vous pouvez créer plus d'urgence et de rareté dans une offre, une vraie urgence et rareté, et ça, je peux vous garantir, vous faites ça, vous allez super accélérer vos ventes, votre taux de conversion va littéralement doubler. Et numéro 4, un élément souvent très peu utilisé dans une offre irrésistible, c'est créer des bonus. Par exemple, si je vendais, je sais pas quoi, j'avais un garage BMW, une première chose que je ferais, c'est j'offrirais des bonus. Écoutez, si vous achetez chez nous, on vous offre pendant 1 an, je sais pas quoi, l'entretien, mais pas seulement. Vous pouvez nettoyer votre voiture à tout moment, vous pouvez la laver, tout ça c'est gratuit. Un autre bonus, quand vous achetez chez nous, on vous offre, je sais pas quoi, un coffret relais château, vous pouvez célébrer avec votre femme ou je sais pas trop quoi. Et donc en offrant des bonus comme ça, on dit waouh, ça me donne encore plus envie d'acheter. Donc ça amène le client à s'y douter de dire ok, let's go. Ok, c'est parti, je me lance. Ok, et finalement, 5e élément d'une offre irrésistible, c'est la garantie. Ok, tellement important. Donc une entreprise qui a vraiment pénétré le marché très fort il y a quelques années, il y a un bon moment, c'était Kia, la marque coréenne de voitures. Et tout le monde était là, Kia, c'est coréen, machin, elle va marcher. Ça. Et donc ils sont arrivés avec une offre choc de garantie qui est garantie 7 ans. C'est 7 ?
Parce qu'une garantie de 7 ans, c'est comme une garantie de 2 ans, mais en beaucoup mieux, qui a garanti tous ses modèles 7 ans. Alors qu'à ce moment-là, Mercedes n'avait que, je crois, 1 ou 2 ans de garantie. Donc il dit, attends, il garantit 7 ans et Mercedes garantit 2 ans. Au passage, ça a élevé tous les standards de l'industrie. Tout le monde s'est mis à faire des garanties 3 ans, parfois 5 ans, mais qui est venu avec 7 ans pour contrer le fait de dire, bah non, c'est pas de la merde, c'est de la qualité. Ok? Donc quand vous avez une garantie exceptionnelle comme une garantie 100% 30 jours, une garantie 1 an, une garantie 5 ans, 7 ans, etc. Bien sûr, vous allez faire vos calculs pour que ça tienne la route. Et là, vous avez intérêt à avoir un bon produit derrière. Forcément, ça donne plus envie aux gens d'acheter parce que vous sécurisez leur achat, ils se sentent sécurisés. Vous inversez le risque est chez vous. Et pour ça, bien sûr, ça va naturellement augmenter vos ventes. Donc promesse, augmenter la valeur perçue, urgence, rareté, bonus et garantie. Donc, je vous donne un exemple concret d'offre irrésistible par rapport à 9 bateaux. 9 bateaux, on va dire, une entreprise de BTP qui vend des fenêtres. Et l'offre classique qu'on va avoir, 9 bateaux, nous, on change vos fenêtres, quoi. Ok, d'accord, comme tout le monde, quoi. Donc le seul moyen ici, ça va être qui va m'offrir le prix le plus bas. Et donc c'est celui-là qui baisse le prix au plus bas qui gagne. Et malheureusement, en faisant ça, les marges descendent, personne gagne de l'argent. C'est tellement entreprise BTP rame, sauf celle qui rentre en mastermind ou alors rentabilité qui fait x5, c'est réel, parfois x7 en l'espace d'un an, parce qu'ils apprennent à faire du business. Mais donc ça, c'est 9 bateaux que vous voulez absolument éviter. Maintenant, si on va dans une offre irrésistible, par exemple, on pourrait faire une promesse forte. Je dis n'importe quoi, ça peut être ayez des fenêtres tellement belles que ça rendra jaloux vos voisins. Par exemple, ça a l'air con, mais d'un coup, on se dit, wow, elle est vraiment belle, et ça rend jaloux mes voisins, ça tape dans le besoin d'importance, tu vois. L'ego, tu vois, moi j'ai plus belle fenêtre que toi, et on s'imagine le voisin en train de regarder en disant, oh mon Dieu, t'as vu ce qu'il a vu. Ça peut marcher, ok. Numéro 2, nos fenêtres sont du triple vitrage. Donc là, on est sur augmentation de la valeur. Au lieu de dire on a juste des fenêtres, dire voilà, nous, on a fenêtres, c'est du triple vitrage et nous travaillons exclusivement avec la marque Super Fenêtre, ok, qui est une marque allemande considérée comme la numéro 1 sur le marché. Donc maintenant, je viens d'augmenter la valeur perçue. Au lieu de parler juste qu'on a des fenêtres, on travaille avec les meilleurs du marché. C'est une marque allemande. C'est solide, du travail de pro, c'est carré, c'est nickel, c'est du triple vitrage. Vous allez arriver, vous avez l'impression d'être dans un cocon chez vous parce que vous allez rien entendre dehors. Alors ça me parle. Donc j'ai augmenté la valeur perçue plutôt juste que dire qu'on fait des fenêtres. Par exemple, numéro 3, comment créer l'urgence et la rareté. Ça pourrait être, ok, nous recevons beaucoup d'appels et notre temps d'attente peut aller jusqu'à 3 mois. Et si vous voulez changer vos fenêtres, nous avons que la place pour 2 clients en ce moment. Donc il faut vous dépêcher. Maintenant, on a créé quoi? De la rareté et donc ça crée naturellement quoi? De l'urgence. Si vous faites ça, ok, donc il faut que je me positionne. Simple, ok. Numéro 4, bonus. Par exemple, ok, quand vous faites appel à nos services, nous vous offrons le kit super nettoyage et une inspection de suivi gratuite après 2 mois pour s'assurer que tout soit impeccable. Donc ça, c'est waouh, kit nettoyage, c'est génial, ça vaut 300 €, ça vaut je sais pas quoi, 100 €, c'est cadeau. Et en plus, on fait un suivi pour s'assurer que tout soit bien, impeccable. Et au passage, si vous faites bien les choses, c'est une opportunité pour vous, c'est une porte d'entrée, ce rendez-vous de suivi, pour non seulement s'assurer que tout soit bien, pour tenir votre promesse d'avoir délivré un service exceptionnel, mais c'est aussi l'opportunité de rediscuter en suivi et lui proposer peut-être de vendre une porte, parce que vous avez vu que la porte d'entrée elle est un petit peu vieillotte, il faut la changer, et peut-être de proposer de faire une belle terrasse qui va faire rendre encore plus jaloux les voisins. Et donc en faisant ça, vous augmentez votre panier moyen, votre fréquence d'achat, votre business grandit, vous me suivez, et tout le monde est content. Et par exemple numéro 5, vous savez quoi, avec nous vous pouvez dormir sur les 2 oreilles, parce que nous vous offrons une garantie 5 ans, s'il se passe quoi que ce soit, on répare et c'est à nos frais. Donc vous l'avez compris, entre on va changer vos fenêtres, l'offre bateau et l'offre irrésistible que je viens de donner. Si vous étiez un client, vous choisirez qui? Absolument, l'offre irrésistible. Ok, haut la main. Si vous savez faire une offre irrésistible, vous raflez le marché. Donc, pour passer de 0 à 10 000 € par mois, on a vu qu'il fallait créer un produit qui va régler une problématique majeure de votre client idéal. On a vu qu'il fallait créer une offre irrésistible. Maintenant, 3e point de focus, vous voulez vraiment apprendre à vendre. Okay, marketer et vendre, ça va être votre focus majeur. Et donc, il y a quelque chose de très important à comprendre. Il y a 4 piliers de trafic. Comment faire pour générer du client? Parce que souvent, il est où le trafic? Et ce que je vois souvent, c'est, mais une fois que vous avez une offre irrésistible, c'est quand vous pouvez ramener le maximum de trafic, maximum de prospects qui vont découvrir votre offre irrésistible. Ils sont où, ces prospects? Ok? Parce que vous êtes clair maintenant. Pas ça, le plus vous êtes clair sur votre client idéal, le plus c'est facile de le trouver. Quand vous essayez de parler à tout le monde, il est où le monsieur tout le monde? On ne sait pas. Et quand vous dites, ok, j'aide les jeunes étudiants à apprendre l'anglais.
Ok, c'est beaucoup plus spécifique et clair. Donc, se dire, ils sont où ces jeunes étudiants? C'est beaucoup plus facile de cibler quand vous savez spécifiquement qui vous cherchez. Et donc, avant pour vendre, vous devez comprendre, il y a 4 piliers de trafic. Le premier pilier de trafic, c'est bien sûr le bouche à oreille. Ok, ça a l'air bête, mais simplement demander à vos clients de vous recommander. Et si bien sûr, le plus vous faites un super boulot en termes de produits, de services, les plus de gens vont parler de produits. À la fin, Apple bénéficie énormément de bouche à oreille parce qu'ils ont quoi? Un super produit. Et donc, ça joue bouche à oreille. Donc, quand vous pouvez activer, ça peut être un système de recommandation, etc., etc. Ok. Un autre élément, le deuxième pilier, ça va être l'organique. Ok, donc ça c'est tout ce qui a à voir avec les réseaux sociaux, avoir un podcast, Instagram et compagnie où vous postez du contenu qui va faire que vous aidez vos prospects, votre audience, vous leur donnez des conseils, etc. Vous leur donnez du divertissement s'il faut, vous ajoutez de la valeur dans leur vie et pour ça vous allez gagner en visibilité. Donc pour ça je voulais pas faire à ce niveau-là, vous voulez pas faire les 4, vous voulez en choisir un des piliers et vous focaliser dessus et littéralement maîtriser ça. Ok, le 4e pilier qui peut être ça peut être les publicités bien entendu, la pub. Ok, je recommande pas à ce niveau-là en général parce qu'en général on n'a pas beaucoup de budget et il faut vraiment savoir ce qui se passe. Donc c'est souvent le dernier levier que je recommande à utiliser et ça c'est plutôt qu'on l'utilise quand on passe la barre souvent des 100 000 euros mensuels. On peut vraiment appuyer sur le levier publicité si c'est nécessaire. Ok, et finalement le 4e pilier c'est le pilier partenariat qui est probablement les piliers les plus forts, les plus puissants. Parce qu'il y a des gens autour de vous, des entreprises qui vendent à vos clients, mais qui ne vendent pas ce que vous vendez. Une des choses que je recommande souvent, c'est faire une liste d'un top 100. Le top 100 potentiels partenaires. Qui a vos clients, mais qui ne vendent pas ce que vous vendez. Et quand vous êtes clair là-dessus, et vous commencez à faire cette liste, vous vous rendez compte le nombre d'opportunités qu'il y a. Et pas ça, vous avez besoin d'avoir 100 partenaires, mais sur les 100, vous allez les contacter. Et à un moment, vous allez vous retrouver à faire quoi? Peut-être qu'il y en a 10 qui vont vouloir collaborer avec vous. Vous recommandez vos produits, au passage, vous pouvez les recommander, ils vous recommandent. Ça peut être aussi, ils vous recommandent, vous les rémunérez. Il y a différentes formes de partenariat. Mais l'idée, c'est d'en choisir un de ces 4, bouche à oreille, organique, pub ou partenariat, et vraiment se focaliser dessus et devenir vraiment très fort dessus pour pouvoir rapidement décoller de 10 000 à plus de 100 000 euros par mois. Donc maintenant, si vous n'avez vraiment pas beaucoup de clients pour l'instant ou pas de clients du tout, voici mon système que j'aimerais vous transmettre pour vraiment vous aider. Parce que souvent on dit comment on fait pour générer le premier client. Ok, simple. Ok, vous voulez noter, vous voulez faire une liste de 200 personnes. Ok, une liste de 200 personnes. Vous avez autour de vous, ok, 200 personnes minimum. Et si vous ne croyez pas, vous regardez votre téléphone, vous regardez votre annuaire et vous voyez tous les contacts que vous avez. Vous avez minimum 200 personnes. Et l'avantage, c'est que ces 200 personnes connaissent elles aussi 200 personnes. Et quand vous faites 200 fois 200, ça fait pas 4000, ça fait 40 000. Pourquoi c'est important? Savoir que c'est ce potentiel de 40 000 et ces personnes qui connaissent d'autres personnes qui connaissent d'autres personnes. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez littéralement contacter 50 à 100 personnes par jour. Ok, donc sur les 200 personnes, normalement, en 2 à 4 jours, c'est réglé. Ok, c'est puis. Et vous les contactez quoi? Par email, par WhatsApp. À un moment, il faut se mettre en action massive. Là, on n'est pas en mode, je vais refaire mon logo. Ok, là, c'est mort. De toute façon, tout le temps, c'est action massive. Ok, vous devez vraiment vaincre et tuer la procrastination et passer à l'action maintenant. Passage que vous ayez envie ou pas de le faire, vous le faites. Au moment où j'ai vraiment décollé mon premier business, c'est quand je vais passer maintenant, j'en ai marre d'en avoir marre. J'arrête de remettre à demain. Let's go. On passe à l'action maintenant. Ok? Vous voulez gagner de l'argent, vous voulez devenir riche, vous voulez offrir le meilleur à votre famille, vous voulez servir vos clients, leur offrir ce magnifique produit et service. Alors, bouge tes fesses, ok? Tue tes excuses, tolère pas tes excuses et passe à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En 2 à 4 jours, c'est fait. Vous allez contacter tout le monde. Et l'approche, c'est quoi? C'est simplement de dire, voici ce que je fais. C'est très important de dire, voici, parce que si c'est pas clair et votre client idéal n'est pas clairement défini, vous dites, j'aide les gens. Ça n'aide pas. J'aide ce type de personnes spécifiques à régler tel problème. C'est littéralement que ça. Vous avez juste à dire, j'aide X, votre client idéal, à régler tel problème. Et ensuite, la question, c'est qui tu connais autour de toi qui serait intéressé par ça? That's it. Et donc, ils vont dire, tiens, je te recommande ma cousine. Donc maintenant, l'avantage de ça, c'est qu'ils ne se sentent pas que vous leur vendez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont vous recommander quelqu'un. Et quand ça vient de la part de leur cousin, de leur frère, de leur tante, etc., vous avez un tapis rouge parce qu'il y a un transfert de confiance entre cette personne et l'autre. Et en plus, la personne, vous n'avez pas l'impression de vendre. Parce que souvent, ce qu'il y a, j'ai pas envie de lui vendre, j'ai pas envie de casser une amitié, etc. Donc, le meilleur moyen, c'est d'appeler en disant, voici ce que j'aide comme type de personne. Voici ce que je rêve comme type de problème. Qui tu connais autour de toi? Pas est-ce que tu connais. Si tu dis est-ce que tu connais, c'est potentiellement oui ou non. Vous voulez avoir une réponse que à oui, qui dit
qui tu connais. Et donc, ah oui, je connais mon frère, ma tante, un ex-camarade de classe. Est-ce que tu peux me mettre en relation? Tu as un groupe WhatsApp, par exemple, à 3. Et donc, personne fait un groupe WhatsApp à 3. Tiens, je te présente machin, Michel, machin, super, etc. Et il serait peut-être intéressé. Et là, ce que vous faites, c'est très important. OK? La personne va dire, bah, écoutez, moi, ça m'intéresse. Pourquoi pas? Et ce que je vous conseille de faire, vous n'êtes pas obligé. Alors, soit vous avez une offre irrésistible, vous pouvez vendre directement, bingo. OK? Mais si vous êtes vraiment frileux au début, vous avez zéro notoriété, zéro crédibilité, pas de témoignage, etc. Ce que vous pouvez simplement faire, c'est faire une offre encore plus irrésistible qui est, vous savez ce que je vais faire? Avec seulement mes 10 premiers clients, ok, je vais offrir ce produit ou ce service gratuitement. Vous savez que, là vous dites, je vais vous offrir gratuitement. Les gens font, waouh! Par contre, il y a quelques conditions. Condition numéro 1, vous devez vraiment vous impliquer à fond. Ok, on va dire vous êtes un coach sportif et vous démarrez, vous n'avez pas de clients. Première chose à faire, c'est quoi? C'est de dire, ok, bah, je vais vous offrir ces coachings gratuits. Waouh! Par contre, ce que je vous demande, c'est, vous devez être à l'heure. Parce que souvent, quand on paye pas, on n'est pas aussi motivé. Donc, vous devez agir comme vous avez payé. Je vais vous offrir, par exemple, les 5 premières sessions, par exemple, ou pendant un mois. C'est totalement gratuit. Je viens toutes les semaines chez vous et on va faire du sport. Ok? Tout ce que je vous demande, c'est, vous êtes là, vous participez pleinement. Deuxième condition, à la fin de ce mois où je vais vous accompagner, vous allez me donner un témoignage. À condition, bien sûr, que ça vous a plu. Ok? Et numéro 3, vous allez me recommander à 5 personnes qui seraient intéressées par avoir un coach sportif. Donc, imaginez-vous ce qui se passe maintenant. Vous partez de rien, ok? Vous avez une offre, on ne peut pas faire plus irrésistible que le gratuit. Par contre, vous donnez 3 conditions. Il doit participer pleinement, ou utiliser, on va dire, vous offrez votre logiciel, ok? Il doit implémenter le logiciel, ok? Ça, c'est important. 2, il doit donner un témoignage. 3, il doit vous recommander à 5 personnes. Ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 ou 2 mois, maintenant, vous avez 10 personnes qui vont vous en recommander à 5 personnes. Vous avez 50 potentiels clients. C'est voici que vous allez faire votre offre irrésistible et facturer cette fois et gagner votre vie. 50 potentiels clients et vous avez 10 témoignages. Vous avez un sacré bon démarrage. Les gens restent sur votre site, 10 témoignages, il est top, il est incroyable le produit. Et en plus, vous, ça vous force de délivrer un produit ou un service exceptionnel. Ça vous force au succès, parce que maintenant, let's go, vous travaillez encore gratuitement pour les premières semaines. Ça vous donne du témoignage, ça vous donne la crédibilité. Ça permet aussi de tester, parce qu'au début, vous n'êtes pas forcément très bon, votre produit ou votre service n'est pas forcément top. Mais au moins, ça vous permet de vous dire, hey, je suis capable de le faire. Et vos clients vont plus facilement tolérer des erreurs que vous soyez imparfait parce qu'ils n'ont pas payé pour. Donc, c'est win-win. Vous me suivez? Donc, si vous faites ça, vous allez avoir très rapidement des 10, 20 premiers clients. Et en plus, vous démarrez fort avec des témoignages, la crédibilité et les réseaux qui s'ouvrent. Ça vous aide? J'espère que oui. OK? Et 4e élément, sur quoi il faut se focaliser. OK? Et c'est vraiment le plus important à cette étape-là. Et en fait, à cette étape-là aussi. Bref, c'est se former. OK? Ça, c'est vital et fondamental. OK? Si vous vous formez pas, vous n'allez pas passer à l'étape supérieure. Et de même chose ici, si vous ne vous formez pas, ça ne va pas le faire. De vous former massivement. Si vous savez comment faire, vous serez déjà 1 million ou plus par mois. Et le problème, c'est que souvent, vous n'y êtes pas parce que vous n'avez pas assez de compétences. Donc là, il faut investir en soi, former, faire des formations online, écouter les podcasts, écouter mes vidéos, rejoindre un programme d'accompagnement, de mentorat, ce que vous voulez, faire appel à un mentor. Vous devez vraiment vous former. Le plus vite vous allez acquérir des compétences et des connaissances, le plus vite vous allez passer au niveau supérieur. That's it. Là, on est toujours à l'étape 1, et je vais finir avec un élément, j'ai plus de place. Mais s'il y a un recrutement à faire à ce moment-là, et c'est vraiment le recrutement le plus important à ce niveau-là, c'est vous voulez déléguer l'administratif et la comptabilité. Une chose que j'ai faite quand j'ai démarré mon business, ça a été immédiatement le premier recrutement a été recruter une assistante administrative. Ça, vous pouvez le faire à temps partiel ou à temps plein comme vous voulez, selon le budget que vous avez, etc. Mais vous voulez déléguer ça. Pourquoi? Parce que l'administratif ne rapporte pas de l'argent. Ok? Pendant que vous faites l'admin, vous n'êtes pas en train de vendre. Et tout sur quoi vous êtes focalisé, vous devez vendre, vous l'avez compris, marketer et vendre. Tout ça, on a parlé, c'est marketer et vendre. Sinon, vous n'allez jamais décoller à l'étape suivante. Et souvent, c'est plus confortable de faire l'administratif. Vous ne voulez pas le faire. Moi, j'ai délégué parce que, 1, je déteste faire ça. Et numéro 2, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Et bien entendu, vous voulez avoir un comptable ou un expert comptable, obligatoire à ce niveau-là. Donc, administration et comptabilité, c'est les premières personnes que vous recrutez dès le début. Sinon, vous allez passer votre temps dans la paperasse, à répondre à des questions, à aller chercher des colis et ce genre de trucs qui sont complètement ridicules, ça vous fait perdre du temps et ce qui vous empêche de décoller à l'étape suivante. Et après, vous dites, je suis fatigué, je suis stressé. Vous comprenez pas qu'à ce moment-là, quand vous recrutez quelqu'un pour ça, que vous payez pour cela, c'est pas que ça vous coûte de l'argent, ça va vous rapporter de l'argent. Si vous récupérez 20, 30 heures par semaine, que vous pouvez maintenant investir à quoi? Marketer et vendre. Faire ces appels-là et délivrer vos produits et vos services. Et donc, si vous faites correctement cette étape numéro 1, vous allez naturellement passer à l'étape 2 qu'on va voir maintenant. C'est parti pour l'étape 2. Quand on passe maintenant de 10 000 à 100 000 euros par mois. Ready? Ouvrez grand vos oreilles. Donc, les problématiques majeures à ce niveau-là. Numéro 1,
c'est le stress. Ok? Il y a vraiment un effet de stress qui se passe. Pourquoi? Parce que l'entreprise maintenant grandit et maintenant le dirigeant, avant il faisait pas mal de choses déjà, mais maintenant, puisque ça a grandi, il doit faire 3 fois, 4 fois plus que ce qu'il faisait avant. Il commence à avoir du mal à avoir un équilibre de vie, avoir plus sa vie de famille, il est stressé tout le temps parce qu'il est tout débordé, tout passe par lui, toutes les décisions passent par lui. Charge mentale à fond, et souvent à ce niveau-là, on fait beaucoup d'erreurs, parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas encore appris à déléguer. Donc ça, c'est vraiment la problématique la plus importante qui soit. Et dans un état de stress, on prend souvent des mauvaises décisions. Et donc il y a 2 manières de réagir à ça. Soit on se dit, ok, je vais faire appel à de l'aide parce que je sais pas comment gérer ce truc-là, j'ai augmenté mes compétences, je vais avoir de la vie extérieure pour gérer ça, pour pouvoir prioriser. Et en sachant quoi faire, en augmentant mes compétences, je vais pouvoir réduire ce stress et pouvoir avancer. Donc c'est-à-dire qu'on passe à travers la difficulté, on se dit, à l'aide, chercher de l'aide. Et c'est souvent la bonne chose à faire. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que, on a notre ego, je n'ai pas besoin d'aide. Parce qu'on ne peut pas continuer avec cette intensité de stress. On a tendance à reculer et rentrer dans sa zone de confort. Et après, on invente des excuses. Oui, finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour moi. J'ai pas besoin de gagner autant d'argent de toute façon. Oui, mais moi, de toute façon, c'est pas fait pour moi. Moi, je vais rester petit. Petit, c'est très bien. Et puis, moi, ça me seront très bien mes 3-4 000 euros par mois. Il n'y a pas de souci. Oui. Ça, c'est une excuse pour dire, en fait, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais je ne sais pas comment faire, j'ai peur comment y arriver, et je ne sais pas comment gérer cet inconfort. Ce que je vous recommande à ce moment-là, passe à travers, ok? Là, vous êtes le truc, vous devez passer à travers cette difficulté, cet inconfort, persévérer. Vous devez accueillir la croissance et l'inconfort. Et si vous faites ça, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur. Deuxième problématique à ce niveau-là, le marketing est faible, ok? C'est un marketing faible, il n'est pas encore très bon, on est encore en train de tout doucement, si vous avez fait bien les choses, à apprendre les choses. Et donc, c'est bien, mais ça patine un petit peu, parce qu'il n'y a pas assez de leads qualifiés, parce que votre message est trop grand, votre offre, vous commencez à la faire tout doucement, ça progresse, mais peut-être qu'elle n'est pas encore totalement peaufinée. Et souvent, l'erreur que je vois ici, c'est que d'un coup, les gens ont le réflexe de dire « Oh, j'ai une offre, c'est bien, je vais en faire plein d'offres ». Et ils commencent à faire 3, 4, 5 offres, ils essaient de multiplier les produits, ils se dispersent totalement. Et donc à la fin, leurs offres deviennent très moyennes, avec des produits très moyens, au lieu de se focaliser à faire une offre irrésistible, de rester concentré sur l'offre irrésistible, et juste de continuer comme ça. Mais seulement, à ce niveau-là, ils croient qu'ils sont très grands. Moi, je suis passé par là. Donc on fait trop d'offres à trop de gens, et on comprend plus rien, on se disperse, et on fait absolument n'importe quoi. Et donc quand on fait ça, bien sûr, on stagne. Et donc on stagne à ce niveau-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et parce qu'on se disperse. Et la troisième problématique, c'est un système de conversion inefficace. Ok? Le système de conversion inefficace. Ok? C'est-à-dire que là, au niveau, peut-être que votre marketing s'améliore un petit peu, mais souvent votre système de vente est mauvais. Vous faites peut-être des ventes par-ci par-là, mais vous n'avez pas un système de vente qui fonctionne avec ou sans vous, qui est huilé, qui fait que vous avez une machine de conversion qui fonctionne avec ou sans vous. Ça tourne, c'est huilé. Vous avez une sorte de, une fois on vend, après on est un petit peu en disant, qu'est-ce qu'on fait le mois prochain pour vendre? On est toujours en mode réactif, au lieu de créer ce que j'appelle un moteur de croissance qu'on est en train de huiler, qu'on est en train d'optimiser au fur et à mesure. Et moi, j'ai fait ça pendant une bonne partie, ce qui fait que c'était inefficace totalement. Donc ça marchait par-ci, par-là. J'étais toujours en mode stress parce que qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On est toujours en mode réactif et c'est pas très très efficace. Et donc vous gaspillez beaucoup d'énergie. Et il y a des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Au lieu de focaliser juste sur un moteur de croissance, un système de conversion efficace qui va tourner, qui va huiler. Donc un mot-clé ici, ça va être se focaliser à nouveau. Donc, en parlant de focus, quels vont être les focus majeurs? Première chose, c'est apprendre à lâcher prise et apprendre à bien déléguer. Parce que puisqu'on est méga stressé là, on essaie de tout faire, on a trop de gens. Peut-être que vous avez fait le job d'avoir une assistante administrative, c'est déjà très bien. Le problème, c'est que vous êtes encore en marketing, à la vente, et puis les machins, les livraisons, vous faites tout. Et donc vous pétez un plomb, vous ne pouvez pas non seulement avoir de vie, mais surtout vous êtes totalement inefficace. Et donc là, souvent, ce qui bloque, c'est qu'on a peur de recruter. Et au passage, c'est OK parce qu'au passage, on peut faire des très mauvais recrutements. Donc là, on marche sur les œufs. Et moi, j'ai fait des erreurs. Parfois, j'ai recruté les mauvaises personnes que j'ai payé trop, et j'en ai recruté trop d'un coup. Ça a tué toutes mes marges. Ça a failli tuer mon business. Je ne regardais pas mon flux de trésorerie. Je me suis retrouvé en disant, moi, il n'y a plus d'argent. Donc, j'ai dû faire les choses nécessaires. Extrêmement stressant comme situation. Donc là, c'est fondamental. Le recrutement est vital. Et apprendre à bien déléguer. Recruter la bonne personne dans le bon ordre. Et pour cela, il faut développer une nouvelle compétence, qui va faire une fiche métier et vraiment savoir bien recruter. Prendre le temps de bien recruter. Slow to hire, quick to fire.
lent à recruter, vite à virer. Et souvent ça, on est à l'inverse. On va très vite parce qu'on est tellement débordé, on est tellement stressé. On fait, allez, il faut quelqu'un, le premier minute, t'as ton cousin, allez, let's go. On n'a pas fait la fiche de poste, on n'est pas très clair sur ce qu'on veut. On se dit, il faut quelqu'un au marketing, il faut quelqu'un pour livrer ses produits. Okay, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui est bien? Et donc souvent on va trop vite parce qu'on veut se débarrasser de ce stress-là. Et donc maintenant ça va créer encore plus de stress. Parce que maintenant, la personne ne fait pas son job, vous l'avez pas bien onboardé, vous l'avez pas bien formé, elle comprend pas ce que vous faites. Puis en plus, peut-être c'est pas la bonne personne qui veut toujours venir en ordre, qui est sur les ordinateurs et sur les jeux vidéo. Elle fait pas son job, donc vous pétez les plombs, donc vous repassez derrière elle. Vous dites, mais non. Donc non seulement vous avez réduit vos marges, mais en plus la personne ne fait pas son job, vous pétez les plombs. Un bon recrutement, ça vous rapporte du temps et de l'argent. Un mauvais recrutement vous coûte du temps et de l'argent. D'où à ce moment-là, on doit être vraiment vigilant d'apprendre à vraiment bien recruter. Prendre le temps de prendre la fiche de poste. Et souvent, moi, je faisais pas parce que j'ai pas le temps pour ça, je déteste faire ça. Je préfère vendre et marketer. Fiche de poste. Donc les gens, ils vont sur ChatGPT, machin, voilà, terminé. Non. Vous devez prendre plusieurs heures pour réfléchir à votre fiche de poste. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les qualités qu'elle a? Combien d'années d'expérience? Qu'est-ce qui va être éliminatoire? Quelles sont les valeurs que vous voulez? Vous devez prendre le temps de faire ça. Et prendre le temps d'aller recruter ces personnes. Parce que quand vous recrutez bien, et vous prenez le temps de trouver la bonne personne, la petite perle ici, ça va vous faire gagner tellement de temps et tellement d'argent. Et aussi ici, important de ne pas se faire avoir par les requins. Moi, j'avais recruté quelques requins, c'est des gens qui disent « Ah, ça c'est un gars qui sait faire du chiffre d'affaires, mais qui est totalement incompétent, qui est jeune, et qui a l'air d'être positif, et voilà, et qui voit pas les problèmes. » Et donc, ils sont venus avec voilà, moi je peux t'aider, machin, par contre moi c'est super cher, moi il faut payer ton et ton, machin. J'ai découvert c'est des gens qui étaient incompétents, c'est des gens qui voulaient pas m'aider, qui voulaient surtout mon argent. Et donc ça tuait ma marge. Violent, ça m'a coûté au moins 500 000 balles, c'était violent, ok, j'aurais pu gagner tellement plus d'argent. Mais je dû passer par là, il faudrait que maintenant quand je vous parle de prendre le temps de bien recruter, d'être clair sur votre fiche métier et de pas tolérer, de virer vite quand la personne a pas la bonne attitude, n'est pas compétente, il faut pas hésiter. Et je sais que vous allez entendre, vous n'allez pas le faire, jusqu'à ce que ça fasse suffisamment mal pour que vous puissiez apprendre la leçon. Donc, vous avez compris, apprendre à bien déléguer, ok, commencer à déléguer des tâches. Mais les plus grands challenges ici, c'est sortir de « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». C'est faux. Il y a des gens qui savent bien mieux que vous faire le job. Et quand ils sont spécialisés dans une tâche, ils vont toujours mieux la faire que vous à essayer de faire 30 tâches. Donc vous devez apprendre à lâcher prise, faire confiance, ok, et bien recruter, bien déléguer. C'est le seul et unique moyen pour, diminuer la charge mentale et le stress, mais c'est aussi le seul moyen pour pouvoir scaler. Okay, il n'y a pas d'entreprise à 10 millions où il y a seulement qu'une personne. Ça n'existe pas. Okay, deuxième focus majeur dans cette deuxième étape de 10 000 à 100 000 par mois, le marketing. Okay, vous devez devenir pas juste bon là. Là, vous pouvez être bon, c'est ok. Là, vous devez commencer à être vraiment très fort. Ça va devenir une des tops, c'est pas la top priorité de l'entreprise, de marketer. Okay, devenir des pros au marketing. Pour ça, vous avez le choix à ce niveau-là, selon si vous avez le budget ou pas, soit de recruter un très fort dans le marketing, qui va s'occuper de votre marketing, soit vous former. Ça fait un choix. Moi, j'avais fait le choix de me former. J'ai des amis qui ont fait le choix de recruter. Il y a des avantages et inconvénients dans les deux. Mais quoi qu'il arrive, vous voulez scaler à plus de 100 000 par mois et même plus d'1 million par mois, votre marketing devient vital. Vous pouvez plus juste être un amateur. Vous devez commencer à devenir un vrai professionnel du marketing. Et souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on essaie de vendre à trop de gens avec trop d'offres. On ne peut pas se permettre d'avoir trop d'offres à ce niveau-là. Vous devez vous focaliser. Un client idéal, une offre irrésistible et un canal d'acquisition. That's it. Il faut juste ça. C'est ce qu'on appelle un moteur de croissance. Et vous faites ça, vous focalisez et vous l'optimisez. Vous pouvez en faire plusieurs. Vous voulez juste vous focaliser. Et souvent au début ça va pas marcher. Et donc vous voulez l'optimiser et tester un petit peu mieux, faire votre page de capture un petit peu mieux. Si vous faites des pubs un petit peu mieux. Et vous améliorez de jour en jour, en semaine. C'est ce que vous ayez un truc qui cartonne, puisse vraiment scaler au niveau supérieur. Et bien sûr, le but, c'est pas juste d'avoir plein de chiffres d'affaires, c'est bien sûr gagner beaucoup d'argent avec une belle rentabilité et de belles marges. Il vous suffit d'un seul moteur de croissance pour passer de 10 000 à 100 000 par mois et même parfois de 100 000 à 1 million par mois. Donc le mot-clé ici, c'est focalisez-vous. Faire moins de choses, mais faire une chose extrêmement bien. C'est vital, c'est le secret pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et maintenant, en termes de recrutement, si on doit recruter quelqu'un, vous déléguez déjà l'administratif et la comptabilité. Donc maintenant, c'est le moment de déléguer la livraison et le service client pour pouvoir vous focaliser uniquement sur le marketing et la vente. Okay, donc, tout ce qui est service client et livraison, ça va être délégué. Mais encore une fois, vous voulez prendre le temps de bien faire les choses. C'est pas une course. C'est pas, ouais, je l'ai fait en tant de temps. On s'en fout de ça. Okay, faites bien les choses. Ne vous précipitez pas.
Sauf si vous avez des millions sur un compte en banque, vous pouvez cramer pour aller plus vite, pas de souci. Mais si vous êtes dans ce que la plupart des entreprises, comme moi j'ai fait, c'est l'autofinancement, égal, vous générez un profit, avec ce profit, vous réinvestissez, pouvoir recruter et croître et avancer dans la bonne direction. Vous devez être très prudent et faire les choses au fur et à mesure. Et bizarrement, quand vous êtes un peu plus prudent et vous prenez le temps de bien faire les choses, vous allez beaucoup plus vite. Ok, parlons maintenant de l'étape 3, de 100 000 à 1 million d'euros par mois. Problématique majeure à ce niveau-là, que j'ai vu encore et encore et encore. Haut la main, le plus grand problème à surmonter, c'est son ego. Parce que là, on commence à se dire « Wow, je suis bon !» Ah ouais? En fait, vous croyez que vous êtes un pro, alors vous êtes encore un adolescent amateur qui tout doucement doit apprendre ses leçons. On croit qu'on est en haut de l'Everest, alors qu'on a juste atteint le sommet des Vosges. On croit tout savoir et on a tout compris parce que maintenant on fait 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On se dit là, on se regarde, t'as vu, tout le monde fait « Wow, tu fais 2 millions d'euros de chiffre d'affaires » et souvent à ce niveau-là, c'est là où ça commence à avoir des problèmes parce que on commence à être moins attentif, on commence à prendre des mauvaises décisions, on commence un peu trop à se relaxer parce qu'on croit qu'on a atteint tout ce qu'il faut. On n'écoute plus « Ouh là là, j'ai pas besoin d'un mentor, j'ai pas besoin d'un mastermind, ouh, moi j'ai tout compris. » Je suis passé par là. Ok, je sais exactement. Et donc, j'ai bloqué pendant 3 ans. Ça a duré 3 ans, hein, entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tellement stupide. Parce que mon ego était grand comme ça. Et je pensais que j'avais tout compris. Parce que tous les entrepreneurs qui j'étais entouré, moi, je gagnais plus d'argent qu'eux. Je faisais plus de chiffre d'affaires. Je disais, ouais, tu fais 2 millions, ouais, 3 millions. Mais c'est juste que maintenant, j'étais la personne la plus intelligente dans la pièce. Jamais plus intelligente. Mais je crois que j'étais la personne la plus élevée dans la pièce. Tous mes amis, ils étaient au même niveau ou en dessous. Et donc, je crois que j'étais au top. C'est ce que je vais lui mettre une claque, ok, bam. Et j'ai commencé à me dire, bah, si je veux croître, il faut que je me remette en question et il faut que je commence à traîner avec des gens qui sont bien plus haut niveau que moi. Et donc, j'ai rejoint un mastermind aux États-Unis. Et là, j'ai commencé à me frotter à des gens qui faisaient 6 millions, 10 millions, 15 millions. J'étais assis le premier jour, c'était une femme, et elle faisait 22 millions de dollars annuels. Et moi, je faisais quoi, 2 millions 3, un truc comme ça. Elle faisait 10 fois plus de chiffre d'affaires que moi. Et je voyais le niveau tellement super, niveau de discipline bien plus élevé, beaucoup plus humble, tableau de bord. Moi, j'avais pas de tableau de bord. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Boum, c'était réglé. Elle savait comment recruter. Elle avait des systèmes en place. Moi, j'étais là, je faisais, ouh là là, mais je suis un débutant, quoi. C'est là où j'ai pris la claque et j'ai découvert que je pensais que j'avais tout compris, alors qu'en fait, j'avais rien compris. Donc, j'ai dû mettre mon ego de côté. Ok? Comme je dis souvent, l'ego coûte très cher. Et là, c'est là où, très important, il faut développer de l'humilité. Ok? L'humilité, qui est la mère de toutes les vertus. Donc là, il faut revenir à la case départ en disant, je suis qu'un débutant, ok, et je vais me former, et je vais me faire accompagner, et je vais faire appel à un mentor, et je vais rejoindre un mastermind, et je vais développer cette philosophie de l'éternel étudiant. Et vous savez quoi? Malheureusement, tellement de chez entreprises d'entrepreneurs n'arrivent pas à passer ça. Et j'en vois plus d'un. Ça fait 6-7 ans qu'ils sont là-dedans. Certains, ça fait 10 ans. Ils stagnent à 1, 2, 3 millions. Parce qu'ils croient qu'ils sont top. Et puis, ils gagnent bien leur vie. Et donc, ils ont atteint leur récipient financier. Et la plupart des gens font, ouais, tu gagnes, je sais pas quoi, 20 000 balles, 30 000 balles par mois. Et stagnent. Et c'est tellement dommage que maintenant, ils pourraient passer la barre, au lieu de gagner 20 000 balles par mois, ils pourraient gagner 200 000 balles par mois. Je vous souhaite qu'une chose. Mettez votre ego de côté. Restez humble. Restez un éternel étudiant. Problématique numéro 2, c'est l'équipe. Okay, l'équipe que vous avez construite. Elle vous a aidé de passer peut-être de 0 à 10 000 et même de 10 000 à 100 000. Mais cette même équipe ne vous aidera pas à passer de 100 000 à 1 million. Il y a un dicton aux États-Unis qui dit « What got you here won't get you there », qui veut dire « Ce qui t'a amené jusqu'ici ne va pas t'amener là où tu vas aller ». Donc ça va nécessiter un changement de votre organigramme. Et donc à ce moment-là, faire un choix assez difficile, il faut commencer à se séparer de certains membres et recruter de nouveaux. Et ça, c'est vital, au lieu d'avoir plein de généralistes, parce que jusqu'à présent, vous avez pu grandir avec des généralistes, des gens un petit peu, des moutons à 5 pattes qui peuvent faire plein de choses. Et pour passer de 100 000 à 1 million par mois, vous pouvez plus faire ça. Vous devez avoir des spécialistes. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des généralistes que vous avez, vous dites, combien toi tu vas te spécialiser là, toi tu changes de poste, et il y a peut-être des gens qui vont dire, écoute, maintenant, je suis désolé, mais je ne peux plus te garder parce que c'est plus les besoins de l'entreprise, mais merci pour tout ce que tu as apporté. D'autres, il faudra ramener dans l'entreprise pour avoir des spécialistes. Souvent des gens maintenant, on va payer plus. Donc c'est un investissement que vous faites,
mais ce qui vous permettra aussi de scaler, de passer au niveau supérieur, parce que vous avez des professionnels maintenant dans l'équipe. Et troisième problématique majeure que je vois, il n'y a pas de tableau de bord. Et quand il n'y a pas de tableau de bord, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions. Donc je vous donne un exemple concret. Vous êtes déjà rentré dans un avion, pas vrai? Vous êtes déjà rentré, il y a pilote, copilote, et il y a des indicateurs partout, vous avez remarqué? Il y a une raison pour cela. Ce serait absolument suicidaire de piloter un avion sans indicateur. Imaginez, vous rentrez, vous dites, mais où sont les indicateurs de vitesse, de fuel, d'altitude? Ah ben, moi j'ai piloté au feeling, là. Vous avez piloté au feeling? Vous barrez en courant, bah ouais, vous dites, oh, non, je ne rentre pas dans cet avion. Et donc, vous, la question, c'est, si on regarde votre cockpit, est-ce que vous avez envie de rester dans l'avion? Ou est-ce que c'est un danger total? Il y a de fortes chances que piloter au feeling. Et ça, c'est souvent quand j'entends des trucs, quand je pose la question, c'est quoi ton flux de trésorerie? Mois dernier. Je pense que, je ne sais même pas souvent ce que c'est. C'est quoi tes marges? Je crois que. Tu crois que, tu penses que. Mauvaise réponse. Tu dois savoir exactement. Là, on ne peut plus se permettre d'être un amateur. Ok? Les pros mesurent, les amateurs supposent. Si vous voulez passer de 100 000 à 1 million par mois, vous devez devenir un professionnel. Et pour ça, vous devez avoir ce qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators, des indicateurs clés de performance qui mesurent les activités et ils doivent être précis. Là, vous devez connaître votre flux de trésorerie, vous devez calculer vos marges, vous devez connaître votre panier moyen, votre fréquence d'achat, votre taux de conversion, etc. Vous devez avoir un cockpit équipé des indicateurs pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et forcément, souvent il n'y en a pas et donc le business stagne. Moi, tant que je n'avais pas, je faisais quoi, 2-3 millions de chiffre d'affaires et je me sortais 150 000 balles de bénéfices à l'année parce que je faisais n'importe quoi. Je ne pouvais pas prendre de décision. Je pilotais à vue. Donc maintenant, c'est quoi le focus majeur? À ce niveau-là, si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur, il n'y a pas vraiment trop le choix. Okay? Vous voulez absolument faire appel à un mentor et rejoindre un mastermind. Ok? En tout cas pour moi, ça a été le secret de mon succès. Et mastermind, high level, mentor, high level, quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous voulez, qui a vraiment un train d'avance, qui a l'expérience, la bienveillance et aussi la compétence de transmettre. Quand vous démontrez que vous investissez dans un mentor et un mastermind, déjà ça démontre que votre ego est bas. Vous avez encore plein de choses à apprendre et vous êtes au début du chemin. Vous démontrez de l'humilité et vous démontrez une détermination de passer au niveau supérieur. Sinon, vous allez juste stagner. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez obtenir ce que vous avez toujours eu. Et donc à ce niveau-là, ça nécessite des décisions majeures, des changements d'organigramme, des nouveaux recrutements, des nouveaux systèmes, des nouveaux process, savoir quoi mesurer, pour des décisions plus difficiles. Et là, on ne peut pas se permettre de faire des grosses erreurs. Parce que encore là, c'est très fragile encore. Okay, vous ne sortez peut-être pas 1 million de bénéfices par an, quoi. Vous sortez peut-être 100, 200, 300 000 balles par an. C'est encore très fragile. Et l'avantage de rejoindre un mastermind ici, et on parle d'un bon mastermind, c'est que vous avez maintenant un groupe référent de plus haut niveau. Une étude à Harvard a été menée et l'élément le plus important du succès, d'après cette étude, et c'est clair, c'est ce qu'on appelle le groupe référent. En gros, avec qui vous traînez. Et si vous traînez avec des gens qui sont au même niveau ou en dessous de vous, vous allez stagner. C'est aussi simple que ça. Mais si vous traînez avec des gens qui sont à plus haut niveau que vous, qui ont déjà un chiffre d'affaires qui sont 3 fois, 5 fois, 6 fois supérieurs, et qui ont des standards plus élevés, et qui ne tolèrent pas la médiocrité, et qui sont ambitieux, et qui sont déterminés à passer au niveau supérieur, vous êtes pris dans une énergie qui va vous tirer vers le haut. Et plus important, vous accédez à leur réseau, vous vous entraidez, ils vous recommandent telle personne, tiens, va voir, ça peut être un potentiel client pour toi, ça peut être un partenaire pour toi, ça peut être un avocat fiscaliste pour toi. Et permet aussi d'avoir des retours souvent en disant, tu es en train de faire n'importe quoi, ok? Fais ça, moi j'ai fait ça, oh mon Dieu, c'est comme ça qu'on met un tableau de bord. Donc ça c'est vraiment le plus grand move que vous puissiez faire, ça c'est le focus majeur. Rappelez-vous, si vous voulez voler avec les aigles, vous devez cesser de traîner avec les dindons. Focus numéro 2, ça va être l'organigramme. Ok, là ça devient recrutement, ça va être réorganiser l'équipe, ça va être ok, vraiment noter qui est mon joueur de Ligue A, qui est mon joueur de Ligue B, qui est mon joueur de Ligue C. Vous ne pouvez pas garder les joueurs de Ligue B ou C si vous voulez croître. Et souvent on est là, oui, mais elle est sympa, elle fait quand même un bon boulot, bon, elle m'agace tout le temps, et puis parfois elle plaque son travail, mais elle est quand même bien. Ça c'est le joueur de Ligue B. Le joueur de Ligue C, de toute façon, vous la sortez de l'équipe parce que de toute façon elle n'est pas son job, elle a une mauvaise attitude, etc. Bah, si vous tolérez ça, vous tolérez la médiocrité de votre entreprise, vous allez obtenir des résultats médiocres. Si je veux vraiment passer au niveau supérieur et je veux vraiment impacter 10 fois plus de vie, ok, chez mes clients, je dois maintenant être discipliné et ne plus tolérer les joueurs de Ligue B dans mon entreprise. Donc, j'ai dû prendre une décision il y a quelques années. J'ai viré la moitié de mon équipe, ok, et je l'ai remplacé par des gens extraordinaires. Et littéralement, juste en faisant ça,
le business a explosé, on a fait quoi? x2, x3 sur le chiffre d'affaires. Et les bénéfices ont fait x10. Et surtout, l'ambiance était tellement meilleure. Donc, à ce niveau-là, le recrutement devient une top priorité. Okay, le seul moyen de scaler à un niveau supérieur, c'est rentrer des joueurs de Ligue A, des très bons marketing, des très bons en vente, des très bons en finance, des très bons services clients. En fait, à ce niveau-là, vous devez passer au moins 30, parfois 50% de votre temps sur le recrutement et sur la formation de vos équipes. C'est là où ça devient vital de créer une culture d'entreprise avec une mission forte, une vision claire, des valeurs fortes, avec qui on va pouvoir collaborer, pouvoir créer quelque chose d'exceptionnel tous ensemble. Donc à ce niveau-là, vous passez du joueur de violon et joueur de clarinette et faire la contrebasse à devenir le chef d'orchestre. Vous passez de travailler dans l'entreprise, dans l'opérationnel, à travailler sur votre entreprise, sur la stratégie d'entreprise. Vous devez apprendre à recruter les bonnes personnes au bon moment et les mettre aux bons endroits. Et donc c'est un changement pas facile parce qu'avant on était tellement dans l'opérationnel, on est même addict aux tâches qu'on fait tout le temps et d'un coup, on doit se libérer des tâches et ne plus rien faire. Donc maintenant, vous devez apprendre à piloter. Par ça, j'ai vu un jour une démonstration incroyable. C'était à Budapest. Et c'était l'orchestre philharmonique de Budapest avec son chef d'orchestre. Et il a juste, à un moment dit, est-ce que vous vous demandez peut-être à quoi sert un chef d'orchestre? Et tout le monde fait, oui, c'est vrai. Moi, je me dis, mais ça, il sert à quoi? On fait, non, je vais leur demander de démarrer seul et on va voir. Et en fait, il a commencé et puis après, il a lâché. Et en l'espace de 30 secondes, ça commence à être une cacophonie parce que personne ne pourrait s'entendre parce que le gars qui est au vent là-bas, à la trompette, il ne peut pas entendre le gars au violon et le gars au violon ne peut pas entendre le violoncelle. Et donc chacun joue, il n'y a plus de rythme, on ne sait pas à quelle vitesse on va. Ça devient un bordel, ça devient une cacophonie. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut apprendre, c'est très difficile de plus faire, de plus être dans l'opérationnel et commencer à juste piloter. Tu vois, faire le chef d'orchestre pour s'assurer que tout aille bien, tout le monde puisse faire le bon travail, tout soit coordonné pour que ça fonctionne. C'est vraiment bizarre parce que si vous faites bien les choses avant, vous allez dire, en fait, j'ai plus rien à faire. Alors, ça va prendre plusieurs mois pour ça. Et tant mieux. D'un coup, la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre entreprise, à ce niveau-là, c'est d'arrêter de faire. C'est juste de coordonner, d'organiser, de travailler sur la stratégie, travailler sur l'organigramme. Quelle est la chose qu'on va pouvoir faire qui va nous amener à faire x3, x5 dans les prochaines années? Donc, c'est vraiment un jeu de trouver vraiment les bonnes personnes. Donc, j'ai fait plusieurs erreurs. La première que j'ai faite, c'est d'abord de jouer cheap. Et donc, je voulais des bonnes personnes, je voulais les payer bas. Ça marche pas. Okay, c'est les bonnes personnes, ils veulent être payés quand même à leur juste mérite. Et après, j'ai fait l'inverse. J'ai fait, OK, j'y vais. Seulement, j'ai payé des gens très forts qui étaient nuls, qui étaient vraiment pas très bons. Et c'est les joueurs de Ligue B et C. Et donc, à la fin, on paye des salaires à 10 000 balles, 12 000 balles, 15 000 balles. Tu vois, des gens qui ont tué mes marges et qui étaient vraiment incompétents. Donc, par exemple, quand j'avais une boîte à 2-3 millions, j'ai recruté un CFO, donc un directeur financier à plus de 10 000 balles par mois, et un CEO. À ce niveau-là, tu n'as pas besoin d'un CFO et d'un CEO. OK? Mais c'est erreur, donc ça a tué toutes mes marges, le business a bloqué, et en plus, ils n'étaient pas très compétents. Grosse erreur. C'est ce que j'ai appris à recruter les bonnes personnes au bon moment et les mettre au bon endroit. Et quand vous faites ça, c'est game changer. Pouf, vous passez la barre du million d'euros mensuel. Et vous avez compris? La troisième chose sur laquelle se focaliser à ce niveau-là, c'est les tableaux de bord. OK? Les pros mesurent, les amateurs supposent. Donc, vous voulez absolument avoir des tableaux de bord business. Donc, c'est la partie qui génère le business, du style le panier moyen, le nombre de leads, le taux de conversion, ce genre de choses. Et les tableaux de bord financiers, les marges, les flux de trésorerie, le panier moyen, etc., etc. Le jour où on a mis les tableaux de bord en place, j'ai pu enfin voir ce qui se passait dans mon entreprise. Je peux faire « Oh !» Le jour où j'ai mis mes tableaux de bord, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux découvrir qu'on passait beaucoup de temps et d'énergie sur des produits à petite marge et qu'on passait très peu d'énergie sur des produits à très forte marge. Et d'un coup, je me suis dit, on va peut-être changer ça, non? Et donc, on a changé ça, boum, et en un an, on est passé de 150 000 euros de bénéfices à plus de 1,5 million d'euros de bénéfices. C'est la première fois que je voyais sur un compte en banque, sur un de mes comptes en banque, plus d'1 million d'euros. Ça a été game changer, ça a changé ma vie pour toujours. Et non, puisque j'avais plus d'1,5 million de bénéfices, boum, là, j'ai pu me permettre de pouvoir payer aussi des meilleurs talents et de pouvoir réinvestir dans ma croissance, pouvoir grandir encore plus, vous comprenez? Donc, c'est faire les bons choix pour générer plus de bénéfices, pouvoir réinvestir pour faire de nouveau des bons choix et avancer comme ça et progresser de manière infinie. Et à ce niveau-là, même à tout niveau, mais alors particulièrement là, vous devez vraiment vous graver ça dans l'esprit. Cash flow is king. Les flux de trésorerie, c'est fondamental. Donc, l'élément le plus important, le document le plus important de l'entreprise, particulièrement à ce niveau-là, c'est le TFT, le tableau de flux de trésorerie. Okay, vous devez l'avoir. Si vous n'avez pas un tableau de flux de trésorerie, vous pilotez à vue et vous risquez d'avoir un vrai problème de cash égal un problème où il n'y a plus de trésor. Et quand vous n'avez plus de trésor, vous pouvez fermer boutique. Ce qu'on veut éviter, pas vrai? Donc, vous voulez absolument calculer combien d'argent vous gagnez de mois en mois
encaissement, décaissement. Et à la fin, pour anticiper sur plusieurs mois, si vous avez assez d'argent pour payer avec les encaissements, décaissements que vous prévoyez dans les prochains mois. Et donc vous l'avez compris en termes de recrutement, c'est là où on recrute des responsables ou des directeurs de chaque pôle. Donc là, il vous faut des pros à chaque pôle. Donc il vous faut un responsable ou un directeur administratif et financier. Okay, il vous faut un responsable ou un directeur au niveau commercial. Il vous faut un responsable ou directeur au niveau marketing. Il vous faut un directeur ou un responsable au niveau service client. Et au niveau des opérations, partout, tous les pôles de votre entreprise doivent avoir un responsable, un professionnel qui sache exactement ce qu'il fait, qui a démontré dans le passé, qui savait ce qu'il faisait et qui, lui, a la responsabilité de développer le pôle. Et quand vous faites ça, vous êtes totalement libéré de l'opérationnel. Vous êtes vraiment à travailler sur la stratégie, à collaborer avec vos directeurs et vos responsables. Et vous travaillez sur l'organigramme, vous travaillez sur la stratégie, vous travaillez quel est le prochain move, la prochaine action qu'on va pouvoir mettre en place, qui va vraiment pouvoir nous amener dans la stratosphère, pas seulement en termes de chiffre d'affaires, mais en termes aussi de rentabilité. Vous savez quoi? C'est pas des étapes faciles. Mais si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Tout s'apprend. Vous pouvez le faire. Croyez en vous. Donc au passage, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite vivement à continuer votre éducation en allant regarder cette vidéo.